Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Maître Broussa. Bonjour. Vous êtes donc avocat à la Cour de Paris. Vous avez d'abord été connu en tant que défendant plusieurs joueurs de football professionnels, Zinedine Zidane, Didier Deschamps, Franck Ribéry. Et puis vous vous êtes engagé à partir de 2020 contre la restriction des libertés lors du Covid en créant notamment l'association Réaction 19 sur laquelle évidemment nous allons revenir. Et puis vous avez participé également au documentaire Hold Up. Je précise quand même que nous sommes évidemment, alors exceptionnellement ce mardi avec notre partenaire qui est normalement du jeudi, Didier Maisto. Bonjour Didier. Bonjour à tous. Et donc, si nous vous invitons aujourd'hui, cher Maître Broussa, c'est pour ce livre « Pour un lendemain sans liberté volée » aux éditions Guy Trédaniel, un livre mené sous forme d'entretien par Hervé Lozac, préfacé par Nicole Delépine et puis complété d'un avant-propos de Martine Vonner. Alors, ça revient donc sur cette histoire de votre histoire personnelle et puis cette association Réaction 19 qui s'est créée pendant le Covid, tout simplement... Sans question d'abord du vaccin, de ces choses-là. Votre but à vous, vraiment, c'était de défendre la liberté et c'est un peu le fil conducteur de votre vie, si j'ai bien compris. Peut-être que vous pouvez revenir sur la raison pour laquelle vous avez fondé cette association en 2020. Vous expliquez que c'est en raison du confinement. Je me retrouve, comme beaucoup, comme tout le monde, confronté à ce choix qui était imposé par le président. Nous sommes le 16 mars. Nous sommes en guerre, on va tous mourir. Et personnellement, je suis étonné. Je connais un peu le droit, je suis quand même avocat, j'ai enseigné à la fac pendant quelques années aussi, j'étais chargé de TD, chargé de cours. Donc j'ai toujours aimé le droit indépendamment de le vendre à mes clients. Et j'ai toujours travaillé aussi dans la recherche, j'étais agrégatif à une époque pour devenir prof de droit en France. Et là, je constate que il n'y a pas de lien constitutionnel pour pouvoir dire aux gens, maintenant vous allez rester chez vous et je vous l'impose et vous devez faire une attestation pour sortir parce que c'était déjà le décret du 16 mars que beaucoup de gens ont complètement zappé, qui était d'une illégalité totale. Parce qu'en réalité, c'est la loi du 23 mars qui va être entérinée par le Parlement avec un décret qui est déjà rédigé, le décret du 24, qui me choque énormément parce que je vois qu'on va combattre un virus, je ne vois aucune disposition médicale, je vois que des interdits. Interdit, je vous rappelle que la loi du 23 mars, c'est le décret, c'est l'interdiction de tout. Il n'y a plus possibilité de manifester, de s'exprimer, de pouvoir se réunir, de pouvoir aller et venir. Ce sont les principes contenus dans les 17 articles de la Déclaration des droits de l'homme. Quand même, nous sommes le pays des droits de l'homme, la France. Et face à cela, je suis choqué. Mais je raisonne en tant que juriste et je commence tout de suite à faire des vidéos dans lesquelles je conteste cette approche liberticide, parce que c'est le mot que l'on peut utiliser, indépendamment du fait que ce soit la bonne ou la mauvaise manière pour attaquer une pandémie, si elle est une. Moi, je ne pouvais pas accepter que l'on puisse agir de la sorte. Et là, quand j'étudie tout de suite la loi, je soulève d'ailleurs l'illégalité du décret, parce qu'en réalité, le décret a mal calculé, ils ont mal calculé le coût, du fait que c'est une modification, la loi avait modifié le Code de la santé publique, le décret devait attendre la modification du Code de la santé publique pour ensuite être pris, parce que ce n'était pas un décret d'application de la loi. Et à partir de là, tout de suite, on me dit, mais comment tu remets en cause les choses? Et ça allait très vite. Et alors, quand j'étudie la loi, je vois qu'il y a une brèche. La brèche est la brèche associative. Et parce que moi, j'ai pas envie de rester confiné, j'ai envie de bouger, j'ai envie de sortir. Et trouvant cette brèche, parce que je ne fais que du droit, c'est pas de la réflexion complotiste ou... Avant tout, il y a une brèche, c'est l'association. Et je la crée dans mon salon avec ma compagne qui est avocate aussi, et avec Ricardo Mereux, que je salue, qui est le coprésident, mais avant tout pour avoir un outil de communication. Et un outil aussi pour pouvoir bouger, parce que pourquoi la loi n'a pas pris de dispositions sur les assos? Parce que s'il y avait eu des dispositions associatives, ça aurait empêché aux partis politiques de continuer à agir. Donc automatiquement, en évitant de toucher les partis politiques et l'action politique, je prends cette brèche pour pouvoir parler. Et là, effectivement, j'ai réussi à communiquer beaucoup
en utilisant tout de suite la casquette du président d'association et pas d'avocat. Parce qu'en réalité, l'avocat, c'est quelqu'un qui attend un client qui va chez lui, toc toc, et tu vends des prestations. Moi, je n'avais rien à vendre. Je n'ai rien vendu d'ailleurs. Je n'ai fait que tenter d'aller vers les gens en disant, mais attention, réveillez-vous, vous ne pouvez pas accepter cela. Moi, au bout d'une semaine, je bougeais, j'allais au cabinet quand les policiers m'arrêtaient disant, vous faites quoi? Je suis président d'association parce que je l'avais créé, pas quelques semaines après, parce qu'on était inscrit le 28 avril, me dit là, j'avais déjà fait l'AG et tout. Comme ça, aucun problème, je me faisais même pas d'attestation. Et c'est comme ça que j'étais placé en France. Je me rappelle un événement que vous donne un peu la mesure. C'était l'époque du couvre-feu et je me déplace pour aller voir le collectif du Cantal à Aurillac. C'est l'autoroute de Clermont. À un moment donné, j'arrive au péage. Et je suis tout seul, parce qu'on était déjà à l'époque du couvre-feu, et je trouve police et gendarmerie, mitrailleuse à la main et tout. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Ils ont qui un go-fast, un truc comme ça. Je me regarde au même autour, j'arrive là, et je dis, bonjour, parce qu'ils lisent les plaques, donc ils savaient déjà tout. Hein. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez le couvre-feu? Je dis, non, écoutez, je suis président, je vais voir mes adhérents, et je n'ai aucun empêchement, parce qu'il n'y a aucune loi qui m'interdit de le faire. Le couvre-feu ne touche pas l'activité associative. Panique à bord, police, la gendarmerie, les deux, hein, communication, ils appellent l'officier, et ils étaient obligés de me laisser passer. Mais j'étais le seul con sur l'autoroute, j'ai dit comme ça, son con, son métabolisme du terme, qui était sur l'autoroute pour aller voir. Et effectivement, quand nous faisions des réunions, on disait à tout le monde, il n'y a aucun problème, nous affichons que c'est une AG. Et c'est le cas. C'était les adhérents de REC 119, et on avait la possibilité, on a fait des réunions, des fêtes, des rencontres. À Cannes, pareil. À Cannes, accueil avec les renseignements généraux, la gendarmerie et tout. Nous sommes au parc, sur le parc de Cannes, je ne m'appelle plus, au Monde-de-Lieu, etc. Et là, on est une cinquantaine de personnes. L'officier de gendarmerie qui arrive, il dit, qu'est-ce que vous faites là? Vous ne pouvez pas vous réunir, c'est interdit, etc. Je dis, non, c'est une réunion. Nous fêtions la première année de vie de REC 119. Et alors, pareil, explication et tout, et on a fait. Donc, voilà cet outil, qui est un outil que j'ai créé d'une manière assez instinctive. Et au fond, les gens ont commencé à adhérer à travers cette approche qui est une approche du droit. Oui, je précise alors aussi, avant de donner la parole à Didier Maisto, que donc, vous ne faites pas que des fêtes dans des parcs aussi dans cette association. Vous informez justement, l'idée de cette association, c'est d'informer les gens sur la question strictement du droit, de leurs droits pendant le Covid, puisque effectivement, on a eu énormément de libertés restreintes, mais il y avait toujours des brèches sur lesquelles d'en s'engouffrer, et c'est là-dessus que votre association a capitalisé en sans gagner un centime. Hein, mais en tout Bien cas, sûr, voilà. Mais le point fondamental est le suivant. Le droit ne se confond pas avec la loi. La loi que nous décantons, parce qu'on est un pays, même les 17 articles des déclarations de l'homme, c'est une loi, parce que c'est la Constituante qui les a approuvés le 26 août 1789. Mais ce qui est très important de comprendre, c'est que la loi est une source du droit. Le droit, c'est cette constellation de normes qu'on cherche. En réalité, quand on parle du droit naturel, par exemple du droit imprescriptible, en réalité, on n'a pas besoin d'une norme écrite. Faire du droit, c'est avant tout aller chercher cette norme qui va empêcher de dire c'est pas parce que tu as voté et tu es la majorité que ta loi ou ton texte est légitime ou ton texte est juste. C'est pour ça que d'ailleurs on avait créé le Conseil constitutionnel, qui au départ est un organe assez éphémère, parce que le contrôle de constitutionnalité ne se faisait que sous les normes techniques de la Constitution. Et puis en 1971, on a, comme on appelle Zemmour, un coup d'État. Un coup d'État, c'est le Conseil constitutionnel lui-même qui va créer ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité. Les gens, on l'a appris avec moi beaucoup, ils ont découvert quel était le contrôle de constitutionnalité. En réalité, c'est d'aller chercher toutes les dispositions, créer une sorte de constellation juridique, et ce fut effectivement une décision sur les associations qui avait permis au Conseil constitutionnel d'élargir son champ d'action. Champ d'action, sincèrement, qui s'est profondément réduit lors de la crise sanitaire. Parce qu'en réalité, on a placé au sommet de toutes les normes la santé publique. C'est-à-dire la santé publique a dépassé la liberté. Et en réalité, la santé publique est devenue une sorte de sommet qui justifiait l'anéantissement de toutes les libertés. Et je peux vous dire une chose, ce n'est pas du tout inscrit dans les normes constitutionnelles ou dans les constitutions des normes, la santé publique. La santé publique, elle est dans un alinéa du préambule de la Constitution de 1946 qui parle de la protection de la santé, et dans le même alinéa, vous avez les loisirs. Ce qui est assez extraordinaire de voir cette logique des constituants et du préambule de 46. Donc ce qui veut dire, c'est que
on a renversé. Et quand je parle de la santé publique, il y a quelque chose de très important. C'est la bataille que nous avons vécue et la bataille que nous vivons. En réalité, avec la Révolution française, fantastique moment du droit, dans lequel on va balayer le roi, on va balayer les religions, on va mettre au centre de l'univers l'homme qui est un sujet de droit, avec ces 17 articles qui sont des droits imprescriptibles auxquels on ne peut pas toucher, et c'est un bouleversement total. Avant, il y avait, au centre de l'univers, il y avait le roi. Et là, on va placer l'homme. Et là, on constate qu'au fur et à mesure... Il y avait Dieu au centre de l'univers, mais... Pardon ? Il y avait Dieu au centre de l'univers plus que le roi. Oui, ça, bien sûr, il y avait Dieu et le roi, mais je dis les dieux parce qu'en plus, il y avait une sorte de fusion. Oui, le roi trouvait sa justification en Dieu, etc. Mais sans entrer dans le débat sur la priorité des uns et des autres, ce qui est très important de comprendre, c'est qu'au fur et à mesure, nous constatons que lorsque nous critiquions, par exemple, le collectivisme marxiste, eh bien, on va au fur et à mesure changer la donne, même en Europe occidentale, et au fond, la conception hegelienne prend le pas. Ça veut dire tout simplement que l'individu, oui, il a des droits, mais il doit anéantir sa liberté au profit du corps de l'État. Et au fond, ce qu'on avait tenté de faire sortir par la porte, on le fait rentrer par la fenêtre. En réalité, on est en train à nouveau de changer la donne, et au fur et à mesure, l'être humain, de sujet de droit, est en train de devenir un objet de droit. Et on le constate dans toute la démarche que nous sommes en train de faire. C'est absolument tout ce que vous dénoncez dans ce livre, et on aura l'occasion d'y revenir, mais je vais donner la parole à Didier Maisto. Oui, dans votre livre, vous revenez sur tout cet épisode fou du Covid, et notamment sur le fait qu'effectivement, les gens ont été enfermés, confinés, sans que la preuve ait d'ailleurs été apportée que ce confinement ait servi à quelque chose. Il y a eu l'épisode des masques sur lequel vous revenez longuement aussi. Les masques aussi, d'ailleurs, n'ont jamais fait la preuve de leur efficacité, surtout vis-à-vis des enfants, avec tous les effets pervers qu'on a pu découvrir. Mais ce qui est étonnant quand même, c'est cette espèce d'ingénierie sociale grandeur nature, où tout le monde a été enfermé, et surtout, c'est un peu, je dirais, le fil rouge de votre livre, où l'état de droit a été mis entre parenthèses, où on a mis un état d'urgence pour répondre censément à la situation, avec des conseils de défense sanitaire mis sous le sceau du secret pendant plusieurs décennies, et le jour où les archives seront ouvertes, qu'est-ce qu'il y aura dedans ? Pourquoi il y a un secret ? Parce qu'il n'y aura rien, en fait. Des gens qui ne parlaient de rien, à propos de rien, d'une maladie qui avait un taux de mortalité de 0,4% et une efficacité des vaccins de, mettons, 1% quand on regarde les critères scientifiques. Ça, c'est, je dirais, le fil rouge. Il y a un certain nombre de personnes qui ont résisté. Moins de 5 avocats, moins de 10 journalistes, moins de 10 scientifiques. C'est quand même incroyable que dans un pays de 68 millions d'habitants, il y ait si peu de résistance. Et bien sûr, les gens, beaucoup de citoyens, ils n'étaient pas dupes, se sont agrégés, ont fait nombre et ont été traités, mais ça c'est la mode, de complotistes, de conspirationnistes, d'anti-science, d'anti-vax, que sais-je encore, de factieux, de séditieux, tout ça. Quel regard vous portez sur tout ça ? Et qu'est-ce que ça vous inspire aujourd'hui de voir qu'en dépit du fait que les études, de très nombreuses études scientifiques sont sorties sur le fait, alors sur les effets secondaires, sur le fait que le vaccin n'en est pas vraiment un et ne protégeait pas, etc., etc. Sur le fait que tout ce qui avait été dit d'un point de vue du droit est aujourd'hui avéré quand on regarde effectivement l'essence, la nature des textes, mais on est toujours, en France en tout cas, dans le déni. Les suspendus ont été petit à petit réintégrés sans qu'aucune excuse n'ait été prononcée. Il n'y a pas d'indemnisation, des gens ont perdu complètement leur vie, leur vie sociale, leur vie économique, leur vie professionnelle, et on est dans une sorte d'hébétement. D'ailleurs, vous dites nous sommes des mi-ahuris, des demi-ahuris. Heureusement que nous ne sommes qu'à moitié. On a l'impression que les pouvoirs publics continuent cette fuite en avant, n'ont rien tiré de cette expérience et au contraire veulent encore accélérer, puisqu'on est aujourd'hui dans la discussion d'un pass mondial et non plus simplement à l'échelle des pays,
basé sur le pass sanitaire suivi du pass vaccinal. Comment sortir de ça, puisque c'est aussi un message d'espoir, votre livre? C'est une vaste question. Est-ce qu'on a la matinée? Monsieur Maïs. Non, vous avez déjà résumé très très bien les choses, mais je voudrais vous apporter, vous dites, les pouvoirs publics n'ont pas tiré les conséquences. Non, les pouvoirs publics, selon moi, ont tiré toutes les conséquences. Ça veut dire quoi? C'est qu'en réalité, la situation dans laquelle nous avons vécu, par exemple, avant la crise Covid, la question des Gilets jaunes. La question des Gilets jaunes est une question importante. Pourquoi? C'est même pas une question, la situation des Gilets jaunes. Ça veut dire qu'il y avait quand même un ferment qui était présent dans la société, et pas simplement en France. On le voyait arriver, on a eu les sardines en Italie, des mouvements qui n'étaient pas exactement les mêmes, mais on sentait quand même qu'il y avait quelque chose qui bougeait. Au fond, la Covid arrive, est-ce que c'est volontaire ou pas volontaire, j'en sais rien. Il en demeure pas moins que les pouvoirs publics et la gouvernance, j'utilise ce terme-là pour ne pas confondre un gouvernement qui est quelque chose de légitime, démocratique, avec une gouvernance qui est celle qu'aujourd'hui nous vivons. Parce qu'en réalité, la Covid, tous les pouvoirs publics se sont cachés derrière les choix de l'Europe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons aujourd'hui des choix qui ont été entrepris et qui ont parfaitement marché. Mais regardez la chose extraordinaire. Vous avez 99,9% de la population enfermée chez elle de manière volontaire, avec une simple contravention de 135 €. Vous n'avez pas besoin d'armée, vous n'avez pas besoin d'engins blindés, de fusils, et vous avez 99,9% du peuple français, du peuple italien, pardon, pas seulement, les Espagnols, Allemagne, Suisse, tous les pays qui ont confiné ont vu le respect absolu sans avoir besoin de corps d'armée. Quand vous vivez cela, vous dites, mais c'est merveilleux. Ça veut dire qu'en utilisant la peur et la sidération, qui est un phénomène plutôt psychologique à long terme, vous pouvez quasiment gérer et avoir, je dirais, cette possibilité de mener le peuple un peu où vous voulez. Et alors, en constatant cela, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que, comme par hasard, après la fin de la situation Covid, nous avons la guerre en Ukraine. Est-ce que volontaire ou volontaire, je ne sais pas, mais on l'utilise aussi parce que c'est la crise en Ukraine qui nous a empêché d'avoir de la moutarde, de l'huile, etc. Et ensuite, et ça continue. Et après, on a quoi? Maintenant, c'est le carbone. Donc ainsi, on maintient cette pression constante, une forme de culpabilité constante qui pèse sur tout le monde, surtout sur le peuple, parce qu'en réalité, quand ils parlent, eux, ils sont là, ils prennent l'avion, ils bougent, ils font du CO2, allons là, à travers, et le peuple va vivre la culpabilité, une sorte de péché originel constant sur lequel vous devez vous punir. Oui, parce que c'est plus qu'une menace, c'est-à-dire que le Covid, par exemple, c'est une menace pour nous, mais c'est aussi nous qui sommes responsables s'il se diffuse. Absolument. De la même manière, le carbone, c'est aussi nous qui sommes responsables si on prend l'avion. Donc exactement. À chaque fois, il y a ça aussi. C'est-à-dire qu'en réalité, on a une situation, quand on parle de crédit social, par exemple, comme une formule qui va arriver dans les prochains mois, certainement, parce que même la question du pass sanitaire est une forme de crédit social. Tu t'es fait vacciner, tu es dans le clou, alors tu auras le crédit de pouvoir voyager, sinon tu ne pourras pas le faire. Le crédit social du CO2. Et en réalité, le système, c'est pour ça que je disais dans le film Up, j'étais interviewé pendant 2 heures, mais en réalité, ils ont retenu une seule phrase pour dire que je ne dois pas être très bon, mais ils ont retenu que quand vous laissez une part de liberté, vous ne la retrouvez plus. Et si vous constatez, on a laissé de la liberté, et là, on n'est pas en train de la retrouver. Parce que si vous regardez le simple fait qu'on puisse empêcher aux gens de s'exprimer, parce que même quelqu'un qui dit une connerie, allez, une fake news, ou disons celui qui croit que la Terre est plate, est-ce que j'ai le droit de l'empêcher de le dire? Je vais le combattre en tentant d'expliquer que la Terre n'est pas plate. Je ne peux pas t'interdire, parce que la liberté d'opinion, combien de fois des gens ont cru dire des choses qui étaient peut-être inexactes, même au plan scientifique, et puis des choses qui sont révélées exactes après. Ça veut dire tout simplement que là aussi, nous sommes aujourd'hui dans une construction d'une sorte de doxa démocratique, c'est-à-dire sous l'apparence d'un état de droit. On dit voilà, le droit, c'est que la doxa, elle est celle-là. Si tu es hors doxa, tu es en hors la loi. Et vous savez, Kant disait une chose qui était terrible dans la métaphysique des mœurs. Kant, qui est quand même connu pour être un grand philosophe et même inspirateur de notre code civil. Il disait, quand un enfant né hors du mariage, il peut être supprimé. Pourquoi? Parce que, étant né hors du mariage, il est né hors la loi. Donc, vous voyez à quel point la loi peut devenir... Or, si je transpose ce concept à la doxa imposée par un pouvoir, par une autorité, que ce soit la doxa, mais aussi tous les politiques
qui sont aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui les politiques qui sont entreprises, et notamment la réforme de retraite, est une réforme qui n'est pas démocratique? Parce qu'en réalité, on a aujourd'hui ce paradoxe du système de la Constitution de 58 qui crée des majorités éphémères et fausses. Un président qui représente moins de 20% des Français au moment du vote, avec effectivement 30% du corps électoral qui va diriger un pays, qui va voler, parce que c'est le mot, voler le temps, parce que enlever du temps de liberté pour imposer du travail, c'est voler le temps aux Français. Et on l'a fait. Justement, en restant dans la question juridique, Oui. parce que c'est l'objet de votre livre, et c'est aussi vos fonctions dans la vie civile, je dirais, professionnelle, c'est que dans cette histoire, comme pour le terrorisme, mais là ça peut peut-être parfois se justifier, encore que, on a mis entre parenthèses tout notre arsenal juridique, notre droit suprême, qui est notre droit constitutionnel, et on a fait un état d'urgence après état d'urgence, alors qu'on a vraiment un arsenal juridique particulièrement sophistiqué en France, hein, avec une doctrine, une jurisprudence à n'en plus finir, bien sûr au-dessus de tout, des principes constitutionnels et même des principes européens, la liberté d'aller et venir, par exemple, qui a été complètement bafouée, avec des espèces de... Bon, ils se sont auto-proclamés fact-checkers, qui sont des journalistes ratés, hein, disons-le, et qui ont simplement répété comme des perroquets la doxa. Il n'y en a aucun qui est juriste, il n'y en a aucun qui est scientifique, et ils ont répété, annonné, pendant des mois et des années. Les faits leur ont donné complètement tort. Et là aussi, il n'y a pas eu la moindre remise en cause. Donc, c'est ce qui permet effectivement de poursuivre le discours actuel. De poursuivre tranquillement leur chemin. Et Didier Maisto, vous savez pourquoi je vous coupe, il va être 9h. Oui. Maître Broussat, surtout, vous gardez bien en tête la réponse que vous allez faire à Didier Maisto. Il est 9h pile sur ligne droite, on doit faire un petit point d'information avec Emmanuel Noël. Vue de haut. Nous sommes toujours avec Maître Carlo Alberto Broussat, avocat à la Cour de Paris, qui a créé cette association Réaction 19 pour défendre les libertés pendant la crise sanitaire. Nous sommes également avec Didier Maisto, journaliste indépendant, notre partenaire du jeudi alors que nous sommes mardi. Et puis donc pour ce livre, Pour un lendemain sans liberté volée, aux éditions Guy Trédaniel. Maître Carlo Alberto Broussat, Didier Maisto, vous questionnez sur ces spécialistes qui ont répété, qui n'ont toujours pas fait d'ailleurs de mea culpa public, et on a l'impression qu'il y a un sentiment d'impunité en fait, qui est même au-delà sur le plan juridique, qui fait qu'il continue en fait à répéter cette doxa tout le temps, constamment. Alors, il y a ce point-là, et un deuxième point que Didier Maisto a développé, de l'arsenal juridique. Je parle de l'arsenal juridique. Vous savez, l'arsenal juridique sert à régler la vie en société. Et quand vous avez deux personnes qui ont un problème, ils vont voir un juge. Et quand on a un problème avec l'État, qui est une personne morale, comme tous les autres, il faut aussi un juge. Le problème, c'est que, bien sûr, un juge qui va trancher le conflit de voisinage pour la coupe de la haie, on dit c'est la justice. Oui, mais bon, c'est une justice qui est assez facile, qui est assez simple. Quand il faut régler le problème entre l'État et l'individu, le sujet, la question, qui est le juge? Est-ce que j'ai un juge qui a la force, la capacité? Alors, dans mon livre, dans un domaine sans liberté volée, il y a quand même un chapitre très important sur ce qui est le problème de la justice, qui est très absente, En réalité, on parlait des normes européennes, on prend la Cour européenne des droits de l'homme, on parle du Conseil d'État, etc. Vous imaginez qu'il y a eu 6500 saisines du Conseil d'État. Et 2 ont abouti simplement. Je suis absolument d'accord. Donc on a les mêmes sources. Et c'était la mise en bière. C'est votre livre, hein, c'est mon livre, je te remercie. C'est 2. La mise en bière, passée de 2 jours à 4 jours. Et ensuite, le nombre de personnes dans l'église, dans les synagogues, etc., qui est passé de 25 à 50. Tous les autres requêtes ont été rejetées. Et requêtes aussi dans le rejet dans lequel même le Conseil d'État dit lui-même que les vaccins ne servent à rien, parce qu'il y a un monsieur de 87 ans qui se dit, par exemple, pour dire maintenant je suis vacciné, je veux sortir, je veux enlever mon masque. Il dit non, tu dois continuer à rester chez toi, porter le masque, parce que les vaccins ne protègent pas et ils n'empêchent pas la transmission. Le Conseil d'État le dit sur les déclarations même du ministère de la Santé avec M. Teboul, qui était d'abord au Conseil d'État, qui devient l'avocat du ministère de la Santé. Vous imaginez un peu notre système ministériel. Donc,
pour parler du respect de la loi ou du droit, il faut un juge. Il faut un tiers impartial et désintéressé qui statue et qui ait le courage de condamner l'État ou d'empêcher. Et nous l'avons perdu. Et aujourd'hui, je peux vous dire une chose, le doute qui persiste chez les juristes et en même temps chez les personnes qui sont de plus en plus informées, est effectivement cette absence de juge. Parce que quand vous prenez la Cour de justice européenne, absente. Vous avez Madame von der Leyen qui fait des SMS, qui négocie seule, et la Cour européenne des comptes dénonce tout cela. On saisit, aucune décision n'est rendue. Cour européenne des droits de l'homme. D'ailleurs, effectivement, la question se pose au niveau européen, puisque nous avons Madame von der Leyen qui n'est élue par personne, qui est juste une fonctionnaire, il faut le rappeler, qui se comporte et qui est de fait la présidente de l'Europe aujourd'hui, aussi bien pour des histoires de conflits, de guerres, que de super médicaments, puisque c'est elle qui a distribué les médicaments, signé les contrats. Avec Pfizer, et normalement, ça serait BioNTech, ça aussi, vous le soulevez, puisque Pfizer n'existe pas. Pfizer n'a jamais signé, n'a jamais eu d'AMM. Oui, ça, il faut le préciser quand même, pardon. Il faut le préciser, c'est dans votre livre. Alors on n'aura pas le temps de revenir dessus, mais vous avez développé un argumentaire qui prouve que les vaccins Pfizer, peu importe ce qu'ils comportaient, sur lequel, juridiquement étaient pendant un temps illégaux et que donc ils n'étaient pas homologués en fait à l'AMM. Mais juridiquement parlant, voilà. L'AMM européenne n'a jamais été donnée à Pfizer. C'est que nous sommes dans une situation dans laquelle vous avez un AMM qui est donné à BioNTech, société allemande qui a travaillé sur l'ARN messager et qui a créé le Comirnaty, mais en réalité, cette petite société, qui est une société petite entre guillemets, parce que le patron est une des plus grandes fortunes au monde, et fait partie des 500 fortunes, signe un contrat de licence avec Pfizer, parce que Pfizer ne pouvait pas répondre à l'appel d'offres direct, pour des raisons aussi de légalité et de condamnation, parce que je rappellerai tout le monde que Pfizer a quand même été condamné à 2,5 milliards d'euros, mais par transaction en 2009 pour éviter les poursuites pénales, sans compter d'autres violations pour publicité mensongère notamment et publicité trompeuse. Donc on n'est pas devant nous quelqu'un qui est magnifique, propre, tout est clean. Donc la réalité... Vous voyez, il y a encore plus grave que ça, c'est que le baron von der Leyen, qui est le mari de Madame von der Leyen, qui est le représentant d'une société américaine qui fait dans la thérapie génique les vaccins ARN messager, etc., qui a créé des filiales en Europe, captant les fonds de relance européens, et qui a dissous ces sociétés. J'avais sorti l'affaire il y a quelques mois. La société, c'est Orgenesis. Absolument. Silence absolu des médias. C'est un scandale, mais énorme. Il y a une députée, Michèle Rivasi, qui a eu le courage au Parlement européen de prendre un peu le relais avec quelques eurodéputés de différents pays, notamment des Allemands, interrogeant la commissaire chargée de la question, lui disant « circulez, il n'y a rien à voir, tout est normal ». Il n'y a aucune justice au niveau français, aussi bien du côté du parquet que du siège. Vous permettez, ça, c'est beaucoup plus grave. Et enfin, au niveau de la justice européenne... Voilà. Il y a un point important, c'est que nous avons saisi, en tant que Réaction 19, nous avons fait rédigé une plainte qui est était déposée, il y en a eu 150, et actuellement, il y a des instructions qui sont ouvertes. C'est-à-dire qu'il y a un juge d'instruction, 2 juges d'instruction qui sont saisis sur la plainte que nous avons faite à l'encontre de Mme von der Leyen et qui va se transformer en plainte avec constitution de partie civile dans laquelle nous l'accusons de détournement de fonds publics. Et vous voyez là aussi, là où nous sommes dans une situation juridique absurde, c'est que vous avez l'argent des Français, de nos impôts, qui est versé dans les caisses de l'Europe, qui est utilisé pour acheter. Et point très important, on a acheté pour 4 milliards de doses. On en a utilisé 1 milliard et il reste 3 milliards de doses. Maintenant, vous regardez la situation. Soit les doses vont être utilisées, soit vous acceptez de restituer, mais il faudra payer 10 € quand même la dose restituée au lieu de 18 comme vous la payez. Donc on est dans un scandale, pour compléter et confirmer ce que M. Meisto dit, nous sommes devant un scandale, mais le plus grand scandale que l'Europe n'ait jamais connu. Parce qu'on parle quand même de 50 milliards d'euros que Mme von der Leyen a négocié seule, en dehors de tout protocole qui était fixé. Et tout ceci est dénoncé dans mon livre. Mon livre n'est pas une recherche complotiste de ce qu'il y a derrière. C'est avant tout une analyse toujours constante des choses. Mais vous imaginez un peu que quand les vaccins ont été utilisés, les fonctionnaires n'ont même pas été fichus
de rédiger un décret en reprenant la bonne nomenclature qui était inscrite dans les AMM. Je veux dire, on est vraiment, quand on fait le décret pour le pass sanitaire, on avait oublié les enfants. Alors, qu'est-ce qui s'est passé du fait que j'ai dénoncé cela? Au 55 rue de Faubourg Saint-Honoré, ils se sont réunis, ils disent, oh là là, il faut faire un truc parce que là, on nous emmerde. Et alors, il y a un mec, un fonctionnaire super intelligent, qui a dit, tiens, on va emmerder Brouza et on va faire le décret. Alors, pour changer, ils ont fait 12 ans et 2 mois. Je vais rajouter 2 mois pour pouvoir dire qu'on a fait un décret particulier et sorti le 29 septembre pour que le 1er octobre soit applicable. Donc on est toujours dans une situation dans laquelle les exécutifs, c'est-à-dire les élites de France, de Navarre et de l'Europe, ont entre leurs mains le destin du peuple. Absolument, et qui nous prive de liberté. Je voudrais d'ailleurs revenir, parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps, sur un autre aspect de ce scandale que vous avez découvert. Alors là encore, je précise qu'on n'est ni dans une série fiction, ni dans une série complotiste. Vous avez découvert, vous avez constaté d'ailleurs, c'est un travail extrêmement documenté, que dans les personnes qui étaient vaccinées, il y avait elles étaient réceptives à des métaux, notamment le graphène, et que ça faisait, et qu'il y avait des personnes qui, lorsqu'elles étaient vaccinées et qui avaient des téléphones à côté, les téléphones repéraient avec leur système Bluetooth les codes des personnes vaccinées. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Parce que là, on parle aussi de sujets de surveillance, forcément, de captation de données. Là, ce sont des choses, je tiens à dire aux auditeurs, lisez ce livre Pour un lendemain sans liberté volée aux éditions Guy Trédaniel pour comprendre cette affaire. Mais est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Parce qu'on a l'impression d'être dans une série de science-fiction. Là. Alors, cette plainte, elle est rédigée. Et je la complète encore avec des éléments et sera rendue publique dans les prochains jours parce que des choses apparaissent sur la question du graphène. D'accord. Le graphène est un produit miracle. Vous savez, le mot graphène, il y a Graal. C'est une sorte de Graal. Pourquoi? Parce que le graphène, indépendamment de toute question sanitaire, est un produit extraordinaire, nouveau, qui est un superconducteur. Ça vaut 100 fois plus que le silicium. Il est d'une taille inférieure à tout. C'est-à-dire, un électron ne peut transiter à une vitesse folle. Donc, est un produit miracle qui a été découvert. C'est le graphite de graphène qui a été gratté. On a trouvé ce... Et ce produit, on s'aperçoit qu'il a une fonction technique qui peut fonctionner comme un ordinateur. Et le graphène est déjà utilisé en santé. Le graphène fluorescent, Pfizer l'a utilisé, il est utilisé au niveau médical et on peut communiquer. C'est-à-dire le graphène peut devenir une sorte de micro-ordinateur. Et d'ailleurs, tous les brevets que je dénonce, qui sont inscrits dans la plainte, attestent de l'utilisation du graphène à différents niveaux. On arrive au point d'avoir des brevets dans lequel l'hôte, c'est-à-dire la personne porteuse de l'information et la machine, va pouvoir détecter même l'humeur de la personne. Vous imaginez à quel point d'échange d'informations qui va se créer. Et ça, aujourd'hui, les preuves sont là, parce que moi, quand je découvre le graphène, je découvre par le rapport d'expertise de Jung que je mets sur le site. Et j'ai toujours travaillé de manière publique. C'est-à-dire que si on n'est pas d'accord, on peut me dire, Carlo, tu as publié cette expertise, elle est fausse. Non. Parce que vous savez, en droit, en tant que juriste, il y a... Le mot fake news, je ne le connais pas. Moi, je suis en France. Une fausse information. Une fausse information peut être trompeuse. Alors, je peux être attaqué pour tromperie ou je peux être attaqué pour injure, calomnie ou diffamation. Mais moi, personnellement, en 3 ans et demi, je n'ai jamais été attaqué ni en injure, ni en diffamation, en calomnie, ni par l'ordre des avocats, d'ailleurs. Ni par l'ordre des avocats. Je tiens à le dire. C'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Parce que les trucs qu'il y a sur Wikipédia, tout ça, ces conneries-là, c'est fait pour... Vous savez, la technique de la main de l'Est, c'était de détruire biologiquement les personnes. Quand on ne peut pas les attaquer personnellement, on va chercher des trucs pour vous casser l'image que vous avez. Je veux dire, le fait même d'avoir défendu des joueurs de foot devient une sorte d'image négative. Comment se fait-il qu'un avocat qui défend Ribéry peut-il devenir le défenseur de liberté? On en est à ces points-là. J'étais candidat pour Berlusconi il y a 17 ans pour les premières élections citoyennes étrangères. Je suis un facho de droite parce que... Non, tout ça, ce sont des conneries monumentales. Et après, on peut cracher, mais aujourd'hui, la réalité, c'est que je suis là. Ça fait 3 ans et demi. REC 119 continue. Et pour terminer sur la question du graphène, donc la plainte va être posée parce que il y a du graphène. Et ce graphène est un matériau qui est la destinée du contrôle individualisé dans les années à venir. Je ne serai peut-être plus là sur Terre, mais ce jour-là, on découvrira qu'effectivement, tout a été fait pour arriver à quelque chose qui est le rêve de tous les pouvoirs. Le contrôle
intériorisé de la personne. C'est-à-dire que vous avez un téléphone, vous avez votre QR code, vous avez un médaillon avec dedans vos infos, vous pouvez le jeter. Vous passez dans la Seine, vous prenez votre smartphone et vous le jetez, et tout votre QR code, toute votre mémoire va disparaître. Mais quand c'est à l'intérieur de vous, quand vous prenez une puce et vous la mettez sous la peau, comme cela arrive en Norvège, en Suède, c'est déjà le cas, vous n'avez plus, vous ne pouvez pas, sauf à vous découper et vous l'enlever. Eh bien, sans arriver à la puce, parce qu'en plus c'est très limité, le graphène, le rêve est la création de cette micropuce. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je suis au cabinet, et effectivement, une bénévole de l'association, il m'a dit, voilà, ma fille est dans le métro, et avec son téléphone, il met le Bluetooth, il paraît plein de codes, mais elle ne comprend pas. C'est quelque chose d'incompréhensible. Elle vient au cabinet, et au siège, on regarde les choses, il n'y a rien, et à un moment donné, il y a une collaboratrice qui arrive, et il y a un code alphanumérique qui apparaît sur son téléphone. Parce que les téléphones verrouillés, ça ne marche pas. C'était un téléphone qui coûte 100 euros, 120 euros, mais comme on a un smartphone qui n'est pas de grande marque. Et là, il y a un code, et j'ai dit à la collaboratrice, je n'avais jamais demandé rien à mes collaborateurs, je dis, mais vous êtes vacciné? J'ai dit, comment vous le savez? Ah ben, il y a votre code alphanumérique qui est apparu sur le téléphone. Deuxième collaboratrice, la même chose. Et quand la collaboratrice part d'audience, le code alphanumérique qui sort. Et ça, c'est l'expérience personnelle que j'ai vécue, qui ensuite a été pratiquée par d'autres. Et la première information officielle, c'est un huissier de Nouméa qui fait un test que je cite dans la plainte, dont nous avons le rapport d'huissier, dans lequel il fait le test, et nous avons mis en œuvre le même processus, et d'autres l'ont fait, Père Banderas aussi. Donc aujourd'hui, indépendamment de cet aspect qui va être dit, oh là là, le complotisme, non, la réalité c'est qu'il y a du graphène. Il y a une tromperie parce que ce produit n'est pas déclaré dans les listes des produits qui sont contenus. Et à partir de là, vous avez ce qu'on appelle une tromperie. On a injecté. Et vous savez, je vais vous dire une chose en plus, il y a une information qui vient de paraître sur les fameuses farines des insectes. Je vais introduire ça même dans la plainte. La farine des insectes contient du graphène. Et c'est une information officielle, technique, qui sera rajoutée dans le cadre de la plainte, parce que, vous savez, je le réitère, l'idée du contrôle individualisé, vous savez, la mondialisation qui était considérée par tout le monde comme un arbre de liberté, est en réalité le cercueil de la liberté. Absolument, on est d'accord. Un énorme danger pour l'humanité que vous dénoncez dans ce livre, Maître Carlo Alberto Brusa, Pour un lendemain sans liberté, aux éditions Guy Trédaniel. Merci beaucoup à vous. Merci. On n'a pas eu le temps de tout aborder, mais vraiment c'est un livre très riche que je vous invite à vous procurer. On vous réinvitera d'ailleurs au besoin. Et puis merci à Didier Maisto, donc notre partenaire du jeudi, qui a bien voulu se déplacer un mardi matin pour nous. Merci à vous deux.